Gbagbo n'a que le populisme à offrir aux jeunes. Profitant de sa participation au forum organisé par l'Institut politique Amadou Gon Coulibaly, le professeur de philosophie à l'Université René Descartes de Poitiers en France, monsieur le docteur Alexis Diette, a bien voulu répondre aux questions se rapportant à l'actualité politique ivoirienne. Il assène des vérités à l'endroit de certains leaders de la classe politique ivoirienne. Première question. Vous êtes présent en Côte d'Ivoire dans le cadre du forum organisé par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly sur la thématique jeunesse et menaces d'instabilité en Afrique. Globalement, quel est votre regard sur ce thème? C'est un thème d'actualité parce que les populistes sont en train de monter dans le monde. L'Afrique n'est pas épargnée par ce phénomène qui provient du fait de la globalisation de l'économie. Avec la globalisation, les économies sont devenues transnationales alors que les institutions et les cultures sont restées nationales. Il y a donc un gap qui produit un affrontement entre les identités et l'économie qui est devenue transnationale. Les cultures se sentent alors agressées par une économie devenue transnationale. Alors, les nationalistes identitaires montent pour proposer des solutions simplistes à des problèmes complexes. Comment expliquer alors que les populistes puissent prospérer notamment en Afrique? Les populistes prospèrent notamment en Afrique parce que les États souffrent d'un déficit d'intégration nationale. Ce déficit d'intégration nationale met aux prises les identités ethniques et l'économie globalisée. C'est sur ce terreau fertile que prospèrent des acteurs politiques qui proposent aux populations des solutions simplistes en instrumentalisant les identités ethniques dans une logique de pouvoir. C'est précisément sur cette base de déficit de l'intégration nationale qui accentue le problème existentiel des populations face à une économie globalisée que prospèrent les populistes. Les jeunes semblent les plus manipulés dans ce contexte. Les jeunes, en effet, sont les plus manipulés. Ils constituent la population la plus nombreuse. La globalisation économique provoque une problématique d'intégration professionnelle. Ils sont en situation de précarité professionnelle, ce qui fait d'eux une clientèle facile à manipuler et à instrumentaliser. Aujourd'hui, dans une société hyper connectée, ouverte sur le digital, où tout le monde a accès à l'information, comment le populisme peut-il toujours avoir de beaux jours devant lui? Cette facilité de pénétration du populisme et des nationalismes identitaires est tout simplement liée au déficit de culture démocratique. Nous sommes passés des autocraties parti unique à la démocratie multipartite sans que le passage ait été accompagné par une éducation démocratique. On sait qu'en Afrique, en général, les systèmes éducatifs étaient déficients. La rencontre entre ces déficiences des éducations nationales suite à la crise économique qui a conduit les États à désinvestir l'éducation et la santé fait que nous avons une population intellectuellement fragile qui a perdu les repères. Et la plupart du temps, ce sont les jeunes qui ont perdu les repères. Ils sont donc aisément manipulables. Que faire alors pour renforcer la résilience de la jeunesse face à la montée du populisme? Pour renforcer la résilience de la jeunesse face à la montée du populisme, il faut la rééduquer, de telle sorte qu'elle s'investisse avec des connaissances et des compétences intellectuelles, un esprit critique pour qu'elle soit une forme de contre-pouvoir très critique. Selon vous, les populistes prospèrent à cause de l'intégration mal faite au niveau des États. Quelles sont, selon votre regard, les solutions que l'on pourrait apporter à ce problème? Les solutions consistent à mettre en place des politiques de modernisation et d'intégration nationale, de promouvoir une culture de citoyenneté dans la jeunesse, une politique d'intégration nationale des identités ethniques, faire comme Félix Houphouët-Boigny l'a fait, et l'a toujours fait. C'est d'ailleurs ce que reprend le président Alassane Ouattara, le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny. Il met en pratique une politique de construction nationale qui intègre les diversités ethniques.
Cela ne peut se faire que par la médiation d'une politique d'investissement, d'une politique de redistribution. Sur votre blog, vous êtes critique vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Pensez-vous qu'à l'épreuve d'opposition du pouvoir, Laurent Gbagbo continue de surfer sur le populisme? Laurent Gbagbo n'a que cela à offrir à la jeunesse. Il n'a que cela comme programme, tout simplement parce qu'il n'a pas compris ce qu'est le socialisme. Le socialisme est fondé sur le principe d'égalité. Il est l'universalité. Universaliste, égalitariste. Il ne peut se réaliser sous la forme de la social-démocratie ou sous la forme d'un radicalisme de gauche qu'à partir d'une conception démocratique de la nation. Laurent Gbagbo considère que les identités ethniques définissent la nation. En conserve les hiérarchies traditionnelles, donc les inégalités. Le socialisme, qui est le sien, ne peut se définir comme un ethno-socialisme. Laurent Gbagbo a une conception ethnique de la nation. Certes, toute nation a une dimension ethnique, mais pour passer de l'ethnie à la nation, il faut dépasser les coutumes, les fidélités coutumières et concevoir la nation comme une unité de la pluralité. Le populisme consiste à drainer des masses derrière soi. Pensez-vous qu'on puisse raisonnablement faire de la politique sans avoir un brin de populisme? Comment peut-on mener la politique en drainant la masse sans pour autant tomber dans les travers du populisme? Cela présuppose de considérer la masse comme un peuple démocratique. Le peuple démocratique est une pluralité des catégories socio-professionnelles qui ont des intérêts, des besoins existentiels spécifiques. Dans ces conditions, faire de la politique en drainant des masses derrière soi sans être populiste n'est possible que si le politicien se définit comme le représentant d'une catégorie socio-professionnelle déterminée. Pour revenir à l'actualité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, reconnus comme des personnalités politiques qui drainent du monde, sont revenus en Côte d'Ivoire. Comment entrevoyez-vous l'avenir de Charles Blé Goudé aux côtés de Laurent Gbagbo dans la conquête des masses populaires en Côte d'Ivoire? Pour ce que je constate, le jeune Blé Goudé semble faire acte de contrition. Il est revenu sur ses erreurs. À la différence de Laurent Gbagbo qui ne fait pas acte de contrition et qui ne revient pas sur ses erreurs. Peut-être y a-t-il là une vertu de la jeunesse qui fait que le jeune est capable de se remettre en question, tandis que le vieillard ne se remet pas en question. Blé Goudé pourrait reconquérir une forme de crédibilité politique s'il intègre les réquisites fondamentaux de la démocratie qui sont la citoyenneté, le discours citoyen, le discours social, le principe de représentativité sociale des besoins du peuple sur lesquels se fonde la légitimité des acteurs politiques et s'il considère que le pouvoir n'est légitime que s'il est limité par les droits de l'homme. Son retour de la haie et les expériences qu'il a reçues me semblent lui permettre de révoquer son passé en se remettant en question. Ce qui ne me semble pas possible chez Laurent Gbagbo, qui a toujours été, me semble-t-il, depuis le début de son engagement dans la politique, un populiste né. Il n'y a qu'à voir son discours, son rapport au peuple, et qui est toujours un rapport à un peuple ethnique. Laurent Gbagbo ne parle pas du peuple ivoirien, il parle du peuple Aké, il parle du peuple Bété, il parle du peuple Abé, et non pas du peuple ivoirien. Tandis que Blé Goudé me semble au contraire parler du peuple ivoirien. Nous attendons que Blé Goudé qu'il fasse acte de repentance et de contrition sincère, qui lui permettent finalement d'incarner une partie du peuple ivoirien, parce qu'un parti n'est jamais un représentant de la totalité du peuple. Quitte de Simone et Yves Gbagbo, qui ne s'avoue pas vaincu et qui est en train de lancer une nouvelle machine politique. Simone Gbagbo me semble ne pas être capable de porter la social-démocratie dont elle se réclame. En témoignent des relents de discours messianiques qu'il me semble découvrir dans son propre propos. L'une des valeurs fondamentales de la social-démocratie est justement le principe d'égalité, la reconnaissance de la diversité du peuple, la reconnaissance de la légitimité des intérêts particuliers
et l'exigence de représenter politiquement ses intérêts particuliers dans un programme d'intégration nationale. Il ne me semble pas découvrir les relents de ce renouvellement politique chez Mme Simone Gbagbo, dont la social-démocratie me paraît très suspecte. Nous sommes à quelques années de 2025. D'aucuns estiment qu'on s'achemine vers la finale des trois grands, à savoir Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo pour la présidentielle. En tant qu'intellectuel analyste politique, quelle analyse faites-vous de cet autre combat s'il a lieu en 2025? Pensez-vous que ces trois grands soient toujours bons pour le service en 2025? Parmi ces trois, il me semble, si je convoque les réquisites de la démocratie et de l'état de droit, il y a un seul grand. Le seul grand, c'est précisément celui qui, à la tête de l'État ivoirien aujourd'hui, parle aux Ivoiriens en tant que citoyens. Est-ce que ce n'est pas trop partisan pour l'intellectuel, le philosophe que vous êtes? L'intellectuel doit prendre parti pour la vérité, la démocratie et l'objectivité. Laurent Gbagbo serait un grand s'il incarnait un socialisme radical, ou un socialisme républicain, ou une social-démocratie. Et si Henri Konan Bédié incarnait tout simplement un conservatisme libéral, ou un nationalisme libéral tel que nous l'avons vu avec Félix Houphouët-Boigny, dont il prétend être l'héritier. Sur ce plan, l'enjeu de la présidentielle de 2025 me semble être d'assurer la pérennité de la démocratie, de porter au pouvoir son représentant le plus authentique, le plus crédible et dont la gouvernance témoigne d'un souci d'intégration nationale, d'égalité, de redistribution, de la promotion de la Côte d'Ivoire sur le fonds baptismaux du développement endogène. Il me semble que le bon sens des Ivoiriens a déjà choisi et que le citoyen devrait jouer de manière très crédible son rôle de contre-pouvoir pour que les élections de 2025 soient des élections apaisées, qui assurent la pérennité de la démocratie et conservent le pouvoir dans les mains de ceux qui peuvent en faire un service public, de la puissance publique, un instrument de promotion des droits de la personne, de satisfaction des besoins les plus fondamentaux des peuples. Je ne conçois l'alternance que sous la forme d'une alternance substantielle, c'est-à-dire une alternance nécessairement programmative et sociétale. Un programme socialiste succède à un programme libéral. Jusqu'à preuve du contraire, il me semble que les Ivoiriens ont en face d'eux un programme libéral à orientation sociale qui me semble répondre à leurs attentes. D'aucuns parlent de la relève avec les jeunes loups. Au nombre des prétendants, on peut citer Charles Blé Goudé, Soro Guillaume. Est-ce que la jeune garde est suffisamment mature pour prendre la relève au regard des positions dans lesquelles le président Alassane Ouattara a placé le pays? Je vois sur la scène politique d'Amana Pikas, Koné Katinan. Ils étaient étudiants lorsque j'étais enseignant en Côte d'Ivoire. J'ai vu les représentants de l'école buissonnière, des casses, du discours populiste. Cela n'a pas changé. Je m'étonne que des jeunes reprennent les vieux discours du clivage et de la stigmatisation. Je ne crois pas que cette jeunesse-là soit capable d'assurer une relève. Les quatre dirigeants du PPACI ne sont rien de plus que des jeunes grandis, formatés, pour reprendre finalement le discours de clivage, de la confrontation et de la guerre. Qu'en est-il des jeunes des autres partis? Je placerai Soro Guillaume en plus dangereux sur le même plan que Damana Pikas et Koné Katinan, avec lequel il partage, me semble-t-il, la même culture belliciste du combat et de la vanité. Au nombre des figures qui ont animé la FECI, Blé Goudé et quelques-uns me semblent capables de jouer un rôle dans la Côte d'Ivoire du futur, si tant est qu'ils fassent amende honorable, acte de contrition et qu'ils se réapproprient les valeurs de la démocratie. Pour ce qu'il m'a été donné de constater, la jeunesse du RHDP me semble sur la bonne voie. Elle pourrait, en se réappropriant le logiciel du RHDP, assurer une alternative crédible. Vous êtes le président fondateur du think tank et de l'association Initiative pour la démocratie et le développement endogène en Afrique, Côte d'Ivoire. C'est une structure que vous avez portée sur les fonds baptismaux en France. Quels sont ses objectifs
Et que comptez-vous en faire aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire, votre pays? En France, dans ma commune, j'ai présenté la Côte d'Ivoire comme un hub expérimental du développement endogène et de la démocratie. J'ai présenté la Côte d'Ivoire comme un terrain d'expérience qui devrait normalement être un modèle pour l'Afrique de l'Ouest parce que la politique d'intégration nationale du RHDP, par la modernisation économique et par un discours qui rassemble la diversité sur les réquisites de la citoyenneté, est un discours et un modèle qui devrait, à mon sens, infuser dans toute la sous-région. Je porte ce discours et le regard des Français avec lesquels je suis en contact se tourne vers la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, cette structure est destinée à promouvoir les valeurs et les principes fondamentaux de la culture démocratique. Il s'agit de faire régulièrement des interventions, des séances de formation et d'éducation démocratique pour diffuser dans le tissu social ivoirien les principes de citoyenneté, de représentativité sociale du pouvoir, les principes de limitation du pouvoir par les droits de l'homme. Cette structure est destinée à animer dans les sociétés civiles ivoiriennes un pôle de réflexion sur les problématiques fondamentales du pays. C'était donc, comme je vous le disais, une analyse du père Alexis Diette